Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous consacrons cette édition 3 en 1 Afrique à la coopération africaine, un sujet au cœur des priorités des dirigeants africains aujourd'hui, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans ce cadre, plusieurs agences africaines voient le jour, jouant un rôle central dans la promotion et l'intégration régionale et du développement. Et il vient le projet justement du réseau des agences de coopération africaine, un projet qui est très attendu. Mesdames, Messieurs, je suis Carmen Févillier, ravie de vous retrouver encore une fois. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Rahim Atoumane, représentant résident du Bureau de représentation de l'Agence africaine de coopération économique internationale, ACI, auprès du gouvernement de l'Union des Comores. Bonjour, cher Rahim. Bonjour, Karine. Alors, vous êtes représentant, comme je l'ai dit, représentant de l'ACI auprès du gouvernement de l'Union des Comores. Vous êtes également entrepreneur et diplomate franco-comorien. Vous êtes né à Marseille et vous êtes impliqué dans plusieurs initiatives pour le développement économique des Comores. Tout à fait. Alors, avant de revenir à notre sujet sur l'intégration, sur la coopération africaine, je voudrais qu'on parle d'un sujet grave. C'est le cyclone Chido qui a frappé Mayotte, pas seulement Mayotte, parce qu'aujourd'hui en France, il y a une journée, le deuil national a été décrété, mais également les Comores ont été touchés. Tout à fait. Les Comores ont été touchés et donc également un deuil national a été décrété pour la France par le président Assoumani. Exactement, c'est bien ça. Alors, dans un premier temps, j'aimerais exprimer mes sincères condoléances au peuple mahorais qui a subi de lourdes pertes, qui soient humaines et matérielles, et qui sont dans un état actuellement, on pourrait appeler de catastrophique. Alors, ce cyclone a touché les Comores, de moins portée que Mayotte. Mayotte a été durement touchée. Ouais. On rappelle que Mayotte fait partie de l'archipel des Comores au niveau géographique. Et aujourd'hui, voilà, ils sont dans une situation assez compliquée. Nous, ce qu'on observe, c'est que l'aide internationale a du mal à parvenir à Mayotte, pardon. À Mayotte. Et aujourd'hui, la société civile, donc les Comoriens qui considèrent les Mahorais comme leurs frères et leurs sœurs, se sont mobilisés. Donc beaucoup d'initiatives ont vu le jour aux Comores pour acheminer tout ce qui est denrées alimentaires et tout ce qui est pour répondre aux besoins de la population mahoraise. Aujourd'hui, on voit qu'on met un peu les idées politiques de côté et qu'on voit le sang qui réunit et qui est partagé par les Mahorais et les Comoriens. Et l'objectif est vraiment de répondre à cette catastrophe et de mettre toute idée de côté. Et donc, je tiens à signaler qu'aux Comores, bien que les pertes humaines aient été évitées, les autorités continuent donc d'évaluer l'ampleur des dégâts matériels et s'organisent pour apporter une aide aux populations. Et clairement, alors on a l'île d'Anjouan qui a été fortement touchée, ainsi que l'île de Moélie. L'île de Ngazidia, de la Grande Comore, a été épargnée. On est encore, enfin, le gouvernement des Comores, à travers ses différentes directions, sont en train encore d'évaluer. On n'a pas encore de chiffres, mais la population a été prise en charge et elle continue à l'être. La vie a repris son cours. Moi, je suis arrivé ce matin, donc j'y étais encore hier aux Comores, donc la vie a repris son cours difficilement. On pense beaucoup à Mayotte. On a beaucoup d'actions envers les Comoriens ont beaucoup d'actions envers Mayotte. Et comme toujours, les Comoriens vont se relever et les Mahorais également se relèveront. D'accord. Il y a aussi le Mozambique où Chido a fait ses ravages et donc, mesdames et messieurs, nous restons solidaires. Et donc, on va revenir sur notre sujet, sur la coopération africaine. Les agences de coopération sont des institutions et des organisations, cher Rahim, souvent nationales ou régionales, qui œuvrent, comme je l'ai dit, pour la collaboration économique, sociale, politique et culturelle entre les pays africains et où l'Afrique et le reste du monde. On va juste faire un aperçu des principales agences et de coopération africaines pour donner un peu pour notre téléspectateur, justement. Alors, je vais juste les citer sans aller dans les détails. Nous avons la CEDEAO, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons la CEMAC, qui est la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nous avons la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe. Nous avons le COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Nous avons l'autorité intergouvernementale pour le développement, donc l'IGAD. Nous avons le NEPAD, qui est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Évidemment, la Banque africaine de développement.
la communauté des États sahélo-sahariens, il y en a plusieurs, hein, et l'Agence marocaine de coopération internationale pour l'Afrique du Nord. Nous avons l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, l'Agence marocaine de coopération internationale, l'Agence algérienne de coopération internationale, je l'ai dit. Et l'Afrique collabore également avec d'autres régions comme l'Afrique, avec la FOCAC, qui est la plateforme pour le dialogue politique et la coopération économique avec la Chine, qui est très présente en Afrique. Nous avons le sommet Union européenne-Afrique qui concerne la coopération entre l'Union européenne justement et les pays africains. La TICAD, qui est la conférence internationale de Tokyo, justement la coopération avec le Japon. Nous avons l'AGOA, qui est l'accord commercial entre l'Afrique et les États-Unis. Et donc, les Comores font partie de la COMESA. Okay. La COMESA, qui est le marché commun de l'Afrique orientale australe, avec 20 pays d'Afrique centrale. C'est bien ça. Et australe. Et le COMESA favorise l'intégration économique à travers le commerce et les investissements. Et donc, les Comores, bien que l'archipel fait partie de la CEMAC ou de la CEDEAO, ne fait pas partie. De la CEDEAO, voilà, tout à fait. Tout à fait. Elle bénéficie de leur appartenance donc à ces ensembles que je viens de citer. Tout à fait. Et donc, il y a le projet, venons-en à notre sujet, le projet du réseau des agences de coopération africaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Donc, comme on l'a dit juste avant, je représente la CEI, donc l'Agence africaine de coopération, qui pourra avoir l'honneur de s'ériger dans cette liste d'agences de coopération africaine, qui est la première. Aujourd'hui, on n'a pas d'agence. Je ne l'ai pas citée parce que je la représentée. Tout à fait. Donc, cette agence-là, elle a le mérite de mettre un sujet sur la table qui est assez important pour nous, déjà en premier lieu la diaspora et pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'unité africaine. D'ailleurs, la plus grande institution africaine aujourd'hui, c'est l'Union africaine. Oui. Et nous, on se rend compte qu'il ne peut pas avoir d'union sans de coopération. On se rend compte également qu'on ne peut pas parler d'unité s'il n'y a pas de partage. On se rend compte dans la mise effective de la réalité qu'il est compliqué de circuler dans notre propre continent. Il est plus facile de sortir à l'extérieur que de voyager à l'intérieur. On se rend compte qu'on a la barrière des visas, pour que ce soit uniquement que ce soit au niveau des marchandises, que ce soit au niveau des personnes. Donc il y a un manque de coopération à l'intérieur, alors que réellement, avec les 54 pays d'Afrique, on peut très bien faire. L'objectif, ce n'est pas de se cloisonner du reste du monde, mais c'est de commencer par nous. Manque de coopération, donc manque d'intégration. Tout à fait. Et la priorité pour tout Africain, aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui se respecte, c'est de travailler avec ses autres frères africains, ces 54 pays, avant d'aller voir ailleurs. Et de ne pas chercher, j'ai envie de dire, un libérateur ou de chercher à l'extérieur ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur et de revaloriser ce que nous avons à l'intérieur du continent. Donc de parler de coopération interafricaine avant de parler de coopération internationale. Et c'est à ce moment-là que la CEI s'érige et travaille prioritairement actuellement avec les Comores, avec lesquels nous avons un accord de siège. La CEI dont vous êtes le représentant Le représentant de la CEI aux Comores. Et notre objectif, en fait, par rapport aux Comores, c'est de s'imprégner du projet gouvernemental, qui est le plan Comores émergent à l'horizon 2030, qui sont plusieurs projets bancables, et c'est de les présenter au premier lieu à l'intérieur de l'Afrique, à les mobiliser des ressources financières et des ressources techniques, auprès également de sa diaspora, et enfin au niveau international. Donc toujours faire par nous, pour nous et avec nous, montrer qu'il n'y a pas forcément, que toutes les institutions internationales financières ne sont pas uniquement la première niche à faire, qu'aujourd'hui on a des entrepreneurs africains de la diaspora qui sont amplement et suffisamment puissants, forts et qui ont les compétences pour répondre à ces demandes-là, et notamment aux Comores. D'accord. Alors vous êtes né à Marseille, donc vous avez je suis né à Rennes. Rennes. À Rennes. On fait le parallèle à Marseille. Je sais que sur Google, c'est écrit Marseille. D'accord. C'est parce que j'y ai passé la plus grande partie de ma vie, mais je suis né à Rennes pendant le séjour de mon père. Mon père est cardiologue et il a fait ses études à Rennes. Cardiologue. Voilà, donc je suis né dans l'hôpital dans lequel il exerçait, mais je suis né à Rennes. La petite rectification, tout à fait. Très bien, ça c'est vraiment, c'est mignon. Merci. Et donc, vous êtes de la diaspora, vous êtes reparti aux Comores et vous excellez sur le plan international.
Actuellement, on observe que la classe politique aux Comores se rajeunit. Tout à fait. Et donc, la question qui me vient à l'esprit, c'est vous, avec tout ce que vous faites actuellement, et si le gouvernement comorien vous appelait à repartir aux Comores pour exercer, par exemple, comme ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous repartiriez? Alors oui, clairement, on travaille avec le gouvernement des Comores, donc on voit un rajeunissement au dernier remaniement, avec voilà, des ministres qui sont de plus en plus jeunes, qui sont également plus performants, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret, je suis je déteste ce terme, mais je suis français et comorien, donc j'ai hérité de ces deux nationalités, des deux côtés, de père et de mère. Et aujourd'hui, je suis dans la diplomatie, je ne suis pas encore rentré dans le milieu politique partisan. Et ce que je répondrai... Ça ne vous intéresse pas? Je ne dirais pas qu'il ne m'intéresse pas, je dirais qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je travaille dans la diplomatie, mais si la patrie, donc la terre de mes pères, donc les Comores, m'appelaient à ce type de poste, bien évidemment que j'y répondrai et que je mettrai toutes mes compétences à œuvrer à cette mission. Très bien. Et donc, on va revenir sur notre sujet, la coopération africaine, sur la diplomatie économique. On va parler donc des enjeux, défis et perspectives de ces deux agences. Donc, on va commencer par l'ACI. Peut-être vous avez déjà commencé par Tout à fait. Alors, l'ACI, on s'est permis... En faisant un tour d'horizon, on s'est dit qu'on travaillait très bien. On voit le travail actuellement de la CEI, de la promotion qu'on a réussi à faire des Comores, de l'intégration des Comores dans différents événements pour promouvoir les Comores, pour attirer les investisseurs de part et d'autre pour qu'ils puissent venir aux Comores et travailler. À ce titre d'exemple-là, on a par exemple jumelé une ville des Comores avec une ville des Dom-Tom pour montrer que l'africanité présente dans les Dom-Tom peut être, je dirais, récompensée et appuyée en travaillant directement avec les Comores, qui sont des États insulaires africains avec lesquels on se reconnaît beaucoup et nous avons beaucoup de points communs. D'accord. On s'est dit que seuls nous étions forts, mais ensemble nous pouvons être puissants. On va plus loin. Et on va plus loin, tout à fait. Et à ce fait, on s'est posé et on s'est dit que 2025, on a déjà entamé certaines négociations, nous allions créer un réseau d'agences africaines, comme vous l'avez dit, de l'AMCI, qui est l'agence de coopération du Maroc. On a la CCI, qui est l'agence comorienne de coopération internationale, et bien d'autres. L'agence également algérienne, qui est née en 2022. L'objectif, c'est de réunir toutes ces agences auprès d'un réseau, d'une organisation, d'une association, pour pouvoir mettre une politique de coopération commune. Donc de parler réellement de coopération, de pouvoir s'asseoir et d'avoir du poids. C'est-à-dire l'objectif, clairement, d'avoir une action commune, une politique commune, avoir un budget commun pour certaines actions, pouvoir intervenir pour tous les ressortissants africains, de fonctionner en tant qu'un seul et même continent. Et en ayant toutes ces agences disparates et qui travaillent, je dirais, de leur côté ou plutôt à l'international, eh bien, entre nous, il existe très peu de convergence. Et notre objectif, c'est de créer cette coopération pour aller vers une unité effective. Et donc, je pense que vous avez déjà répondu à la question, mais quel est le constat que vous avez établi pour mettre... pour le projet justement du réseau? C'est cette carence, vraiment cette carence de coopération. Quand on se rend compte qu'on a des agences aujourd'hui de coopération africaine qui ne travaillent pas entre elles, alors qu'elles sont voisines, alors qu'elles partagent des sujets communs, la question c'est pourquoi? Et nous, en tant que membres de la diaspora, eh bien, on a cette coopération qui est naturelle. Moi, j'ai grandi à Marseille. Il m'a été naturel de travailler avec toutes les nationalités, de vivre avec toutes ces nationalités-là. Et je sais que ce n'est pas forcément aussi inné quand on est sur le continent et qu'on n'a pas forcément voyagé. Donc nous, on a une culture différente. Aujourd'hui, on se marie avec des nationalités différentes du pays. On vit avec des nationalités différentes de notre pays et on forme qu'un. Je pense que la diaspora est le premier exemple de cette disparité, cette coopération avec tous les États. Nous, aujourd'hui, on a des amis de partout parce que nous sommes de la diaspora. Et l'objectif, c'est d'institutionnaliser cet état d'esprit. Montrer que la coopération, elle doit être. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Afrique avec tel pays, de l'Afrique avec tel pays, alors qu'en réalité, l'Afrique, c'est 54 pays. On a du mal à comprendre qu'un pays puisse commercer avec 54 pays aussi facilement, j'ai envie de dire. On l'a constaté avec la ZECLAF qui est en réalité le plus gros réseau, la plus grande zone franche économique, qui est en train d'être mise en place, qui peine encore à se créer un chemin, mais qui est en route, qui est en bonne voie. Nous, on veut l'appuyer. Et on l'appuiera en étant fort. Avec de nombreux projets d'infrastructure dans la première pose de la pierre, première pose de pierre de construction. Tout à fait. J'espère que je me suis bien exprimée. Tout à fait. Entre les deux capitales les plus proches du monde, Brazzaville et Kinshasa. Tout à fait. Donc voilà, sera posé l'année prochaine. Hein. Tout à fait. Oui. Donc notre objectif vraiment, c'est d'accélérer cela. On dit beaucoup que l'Afrique, c'est l'avenir. Moi, j'ai tendance à dire que l'Afrique, c'était hier. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut redoubler d'efforts et aller le plus rapidement possible, tout en faisant bien. Oui. Et
pour le projet du réseau panafricain. C'est bien un réseau panafricain. C'est un réseau d'agences africaines, bien sûr que l'aura sera à la panafricanité, bien évidemment. Ouais. Et donc, quelles sont les stratégies que vous pouvez déjà en dégager? La première stratégie, ce serait d'avoir une politique commune au niveau de nos consuls honoraires qui sont, j'ai envie de dire, nos VRP en réalité. Un consul honoraire, qu'est-ce que c'est? C'est un consul qui est attaché d'un pays et qui est accrédité dans un autre, qui n'est pas rémunéré, donc là c'est la différence entre le consul général et le consul honoraire, et généralement c'est un entrepreneur ou un homme influent. Pourquoi? Parce qu'on se base sur son influence, on se base sur sa richesse pour qu'il puisse aujourd'hui arriver à appuyer le consul général et l'ambassadeur. Mais ces consuls honoraires sont, on a beaucoup d'enquêtes qui ont mené, on appelle ça une politique un peu bâtarde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dérives, alors qu'à la base le consul honoraire est un poste très intéressant. Nous, ce que nous voulons faire, c'est pouvoir apporter des outils à ces consuls, pouvoir apporter des formations à ces consuls pour qu'ils puissent être le plus performants possible et également voir les consuls qui seraient des brebis galeuses, donc qui sont une minorité bien évidemment, de pouvoir les sortir et de pouvoir proposer à ces États des consuls extrêmement performants qui pourront eux-mêmes rapporter un réseau, mobiliser, donc toujours les mobilisations de ressources techniques et financières. Donc la première chose que nous allons proposer, nous qui sommes à l'initiative, la CEI, c'est pouvoir réguler ces consuls, de s'occuper d'un sujet que les États n'ont pas le temps de s'occuper. Alors après, les consuls s'occupent des sujets beaucoup plus régaliens. Les consuls généraux, oui. Les consuls honoraires s'occupent de missions parallèles, j'ai envie de dire. C'est la différence. Voilà, c'est toute la différence, tout à fait. Et ils ont tous les attributs. Ils méritent aujourd'hui d'avoir les outils nécessaires, que ce soit le laissez-passer diplomatique qui sera proposé par la CEI, qui soit un site internet pour pouvoir les reconnaître. Où sont nos consuls aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, nous pouvons trouver nos consuls honoraires sur le net? Non, malheureusement. On n'a pas encore pris le pied au niveau numérique. Donc c'est donner tous ces outils à ces consuls pour qu'ils aient les outils nécessaires pour mener à bien leur mission et de s'en servir, que ces consuls-là puissent servir tel et tel État par rapport à la coopération que nous allons mettre en place. D'accord. Et quel est le lien que vous ferez avec les diasporas? Le lien, il est inné avec les diasporas. Aujourd'hui, on voit un phénomène, le répat africain. Donc les diasporas veulent rentrer sur leur continent. Maintenant, la question, c'est ils rentrent comment? Ils rentrent pourquoi? Et ils rentrent avec qui? Avec quels moyens? Exactement. Donc on travaille avec plusieurs partenaires. L'objectif, c'est de donner un outil clé en main qui va pouvoir permettre à ces diasporas entreprenantes, ces diasporas civiles, ces diasporas de passage, de pouvoir servir au mieux leur continent. Parce que c'est ce qu'ils veulent, les diasporas. Elles veulent uniquement servir leur continent. Oui, uniquement servir leur continent sur le terrain africain ou... Tout à fait. Ou à l'extérieur. Nous, comme je le dis assez souvent... La diaspora est ambassadrice. Clairement. Elle est l'ambassadrice naturelle de l'Afrique. Oui. Elle est le poumon de l'Afrique. C'est elle qui envoie le plus d'argent. La diaspora envoie plus d'argent que les aides d'autres pays sur le continent. C'est un peu moins représentatif, on en parle beaucoup moins. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui comptent sur l'envoi d'argent, la manne financière, les compétences de la diaspora sur notre continent. Donc la diaspora, moi je dis souvent que c'est la matière première de l'Afrique. La matière première de l'Afrique, ah oui. Alors, ça fait déjà 5 ans, vous avez dit en début d'émission que vous êtes représentant de la CEI. Quel est le bilan que vous pouvez tirer de votre passage? Tout à fait. Alors mon mandat se finit dans 2 ans. Votre mandat, voilà. C'est le mot que voilà, pas de souci. Alors mon mandat se finit bientôt. Le premier bilan que j'en tire, c'est qu'aujourd'hui nous avons été capables, donc moi étant accrédité aux Comores, nous avons été capables de mettre les Comores sur la carte. C'est-à-dire qu'on a permis aux Comores d'être dans les événements les plus prestigieux et les plus, j'ai envie de dire, les plus fonctionnels, que ce soit à Paris ou dans d'autres régions du monde, alors que les Comores n'y étaient pas attendus. C'est-à-dire que nous, quand nous échangeons avec ces organisateurs, ils ne pensaient pas aux Comores. Certains même ne savaient pas où étaient les Comores. Et d'ailleurs, je pense, c'était l'année dernière, je pense que les Comores présidaient l'Union africaine. L'année d'avant, tout à fait. Oui. Voilà, le dernier mandat, c'était la présidence de l'Union africaine qui nous a servi, nous, en tant que promoteurs du plan Comores émergent en 2030, qui est initié par le président Azali Assoumani. Donc on a pu déjà, dans un premier temps, on a pu remarquer qu'on pouvait aujourd'hui les Comores intéresser, donc on pouvait les proposer. Et dans un deuxième temps, on a vu que les Comores étaient capables, tout simplement, on l'a vu à travers la présidence de l'Union africaine, on l'a vu à travers que ce soit Business Africa ou le Comité des villes africaines, qui sont des événements dans lesquels nous avons, j'ai envie de dire de façon naturelle, imposé les Comores. On a pu parler des Comores, les Comores ont intéressé, et aujourd'hui, on ne peut plus parler de petits États.
Aujourd'hui, on parle d'État. Les Comores sont un vivier magnifique, je le dis assez souvent. Voilà, on peut tout faire aux Comores. Posez 10 € aux Comores, vous récupérez 1000, voire 10 000 €. Je le dis sans aucun tabou. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire en Afrique, énormément de choses à faire aux Comores. On a réussi à les mettre sur la carte. Ce n'est pas fini, il me reste encore 1 an et demi de mandat. On va s'atteler à cette tâche pour vraiment clôturer en beauté. Mais on a pu montrer que les Comores intéressés et étaient intéressés. Donc voilà, tout simplement, ça a été, je pense, la première conclusion de mon mandat, c'est qu'on ne doit mettre aucun pays de côté. Tous les pays ont quelque chose à apporter. Et on l'a vu à travers les Comores. Tous les pays ont quelque chose à apporter. Tout à fait. Dans les Comores, évidemment, avec l'agence ACI. Tout à fait. Et évidemment, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a beaucoup d'agences en Afrique. Et quelle est la spécificité, quelle est la plus-value justement de l'ACI ou du projet de réseau qui va... Alors, l'ACI, sa plus-value, c'est qu'elle se concentre sur la coopération et sur la coopération uniquement. C'est-à-dire que l'Union africaine, aujourd'hui, s'est dotée d'une agence, NEPAD, donc, qui parle de développement aujourd'hui, de nouveaux partenariats pour le développement. Nous, au niveau de l'ACI, on parle de coopération. La coopération, vulgairement, qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernement a un port à construire, le port coûte X millions, nous allons voir différents entrepreneurs, différentes sociétés, et nous allons leur demander de nous accompagner à financer ce port. Pour première chose, que le pays ne s'endette pas. Parce que lorsque le pays s'endette, c'est la population qui paye cette dette. Oui. Et deuxième partie, c'est pour donner du travail à ces entrepreneurs, tout simplement. Et la troisième chose, c'est de montrer qu'on peut faire par nous et pour nous. Aujourd'hui, un gouvernement africain qui a besoin de construire une école, qui a besoin de construire un gymnase ou autre, il devrait compter sur sa population locale, donc ses entreprises, et de 2, sur sa diaspora, si le projet est plus grand ou autre, et de voir que ces entreprises peuvent travailler entre elles et mettre à bien ce projet-là. Donc c'est ce que nous rapportons, on est vraiment dans l'économie pure et dure, on ne fait pas de politique, on est apolitique, on va chercher les entrepreneurs, on va chercher les projets des gouvernements et on fait en sorte que ça matche. Et on négocie, parce qu'aujourd'hui un gouvernement et une entreprise qui négocie, c'est assez sensible. Nous, on est entre deux, on fait l'entremetteur et on fait en sorte que le match fonctionne. Et quel est le résultat aux Comores? Aujourd'hui, on a un résultat qui est assez correct. On a certains projets qui n'ont pas pu aller au bout pour différentes raisons, qu'ils soient de notre côté ou du côté du gouvernement. Mais on voit qu'il y a vraiment un besoin. On voit qu'aujourd'hui, le plan Comores émergent est complet. On a répondu à différentes demandes comme Smart City Village, où on a apporté beaucoup de soutien au niveau santé. Donc on a apporté des ambulances, on a facilité la construction d'hôpitaux, on a apporté des partenaires qui sont venus former sur place. Donc on a commencé petit pour finir grand, mais on voit qu'il y a vraiment un réel besoin et une réelle demande. Et aujourd'hui, on invite toute la diaspora comorienne et africaine à venir aux Comores. On a le PAFED, donc le programme d'appui à la formation entrepreneuriale de la diaspora, qui va être mis effectivement en 2025, qui sera effectif. Donc on va ramener des entrepreneurs comoriens aux Comores pour pouvoir découvrir l'écosystème local. Ça fait 2 ans que je parle de ce programme, il a été très compliqué à mener. On s'entoure uniquement de partenaires de la diaspora et locaux. Vous dites que c'est compliqué, quels sont les défis alors? Alors c'est le choc de culture, clairement. Moi, étant j'ai envie de dire un jeune diplomate qui aujourd'hui a quand même 5-6 ans d'expérience, il y a eu le choc des cultures. Les Comores, je ne les connaissais pas, même si mon père est comorien. Donc j'ai dû m'adapter, j'ai dû comprendre le système, comment fonctionnait le système, et j'ai dû me réformer, j'ai envie de dire, pour comprendre, savoir comment ça fonctionnait, le recrutement, etc. Il faut savoir que quand on est accrédité aux Comores, dans un pays, on commence de zéro, on doit recruter ses partenaires, on doit recruter ses collaborateurs. Et quand on a uniquement la vision française, européenne, il y a un choc de culture. Il faut se réapproprier. Il faut se réapproprier clairement, donc c'est un double travail. Il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre les horaires de travail, il faut comprendre comment contacter un ministre, comment contacter le gouvernement. Donc il y a tout cet écosystème-là qu'il fallait s'imprégner et le comprendre les villageois. On ne peut pas aller dans un village et mettre quelque chose en place, même si c'est très important, même si le projet est intéressant, on ne peut pas aller dans un village et mettre une action en place. Il faut passer par les chefs de village, les chefs religieux, etc. Donc il y a tout un écosystème qu'il fallait comprendre et apprendre, qu'il faut respecter tout à fait, qu'il faut honorer, même j'ai envie de dire, qu'il a fallu apprendre. Donc il y a eu beaucoup un temps d'adaptation. C'est ça la richesse de l'Afrique, tout à fait. La complexité. Exactement. Donc moi, en tant que jeune de la diaspora qui est grandi et qui est né uniquement en France, il a fallu que je m'adapte puisque j'étais à la tête de cette représentation. Il a fallu que je comprenne. Au-delà que mes collaborateurs me fassent, il fallait que je comprenne où est-ce que j'étais et qu'est-ce qu'il fallait faire. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter à la fin de l'émission? Alors, ce que je dirais, c'est que la coopération aujourd'hui africaine est primordiale. Il faut qu'on puisse travailler entre nous avant de parler d'unité, avant de parler d'union. Il faut qu'on ait la capacité
capacité de pouvoir travailler entre nous. Nous, à notre échelle, la CEI, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'objectif, c'est de travailler ensemble et de travailler pour l'Afrique. L'objectif ultime, c'est l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique économique et tant d'autres, mais on doit pouvoir travailler ensemble. Alors c'est sur cette magnifique phrase que nous allons clore cette émission, l'Afrique ultime. Tout à fait. Et je vous remercie, cher Haïm, d'être passé en ces jours de fête. Carmen. Tout à fait. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et également, Carmen, c'était un grand plaisir. Aux téléspectateurs, je vous souhaite également de très bonnes fêtes. Je vous remercie de votre fidélité et d'avoir été fidèle, de votre fidélité, je l'ai dit, d'avoir suivi cette dernière émission de l'année 2024. Je vous reviens très bientôt en 2025, c'est dans quelques jours. Et encore une fois, très bonne fête de fin d'année. Au revoir.